Pourtant, pas si loin, la civilisation est bien présente. Poussés par des vents pouvant dépasser les 100 km/h, nous prenons la direction de l'Est pour nous glisser entre la Grèce continentale et le Péloponnèse. Malgré des fonds marins friables et une profondeur de 65 mètres, nous tombons nez à nez avec un colosse aux pieds solidement ancrés dans le sol. Construit dans la région la plus sismique de Grèce, voici le pont d'Antyrion. Le cahier des charges et les chiffres liés à la construction de ce pont à haubans monumental sont impressionnants. 6 ans de travaux, une résistance à des secousses de plus de 7 sur l'échelle de Richter et 750 millions d'euros de budget. Résultat, une traversée du golfe de Corinthe en 5 minutes et par tous les temps, contre 45 minutes par le bac, il y a peu encore. Sur la route d'Athènes, le golfe de Corinthe déroule une myriade de petites villes le long de sa rive ouest, au cœur d'une des régions les plus soumises aux tremblements de terre de toute l'Europe. Ici, 2 plaques tectoniques continuent à s'écarter de plus d'1,5 cm par an. Et comme un défi de plus à ces soubresauts de la Terre, quelques dizaines de kilomètres avant Athènes, voici le canal de Corinthe. Contrairement au pont d'Antyrion, le canal finit de séparer la péninsule du Péloponnèse du reste du territoire grec. Reliant la mer Ionienne à la mer Égée, il permet aux navires d'éviter un long détour de 400 km autour de la péninsule. Mais il exige des capitaines des plus grands bateaux, habileté et précaution. Bien avant que des touristes en croisière puissent presque toucher du doigt ces impressionnantes parois, il aura fallu user de beaucoup de patience et d'ingéniosité. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, les bateaux étaient transportés par des chariots sur une voie dallée. Expérience peu satisfaisante aux yeux de l'empereur Néron, qui décida presque 7 siècles plus tard de construire un canal à cet endroit. Il inaugura les travaux à l'aide d'une pelle en or, mais l'envers de la médaille est moins brillant. En un an, 6000 prisonniers juifs s'y épuisèrent dans la sueur et le sang. Et le projet, jugé trop onéreux, fut finalement abandonné à la mort de Néron. Il faut attendre 1893 pour découvrir le canal de Corinthe tel qu'il est aujourd'hui. Nous quittons le continent, direction sud-est, pour regagner la Crète par la mer. En cours de route, petit détour par une île, véritable perle du golfe saronique. Voici Poros, petite île vallonnée en forme d'olive, plantée de vignes et de jasmin. Un coin de paradis où la douceur de vivre est bien plus qu'une légende. Pétrie de lumière, de sel et d'eau turquoise, cette île enivre et pousse à une certaine béatitude tout estivale. Nous quittons Poros pour découvrir une côte sauvage et poursuivre notre remontée dans le temps. Nous filons sur la côte ouest du Péloponnèse, où souvent l'œil accroche église ou monastère. À l'extrême sud de la presqu'île, sur un rocher battu par les vagues et brûlé par le soleil, apparaît la citadelle de Monamvasia. Magnifique vestige d'une fortification byzantine et vénitienne. Un saut de puce sur l'île de Kythéria, où naquit la déesse de l'amour Aphrodite,
juste avant le grand bleu de la mer Égée et une autre île, la plus grande de toutes, la Crète. Une traversée de 80 km direction sud, et la voici, la Crète. Un incroyable décor lunaire et arasé, peint d'ocre, de vert et de bleu. Un endroit unique, préservé, intact. Voici la plage de Balos, à l'extrême nord-ouest de l'île. Aux confins de l'Europe, dernière frontière rocailleuse avant l'Afrique, la Crète a toujours été un objet de convoitise. Étape incontournable vers le Proche-Orient, l'île fut ainsi occupée par les Vénitiens, les Turcs et même les Allemands. Elle tombe dans le giron grec seulement en 1913. Mais la Crète reste un monde à part, depuis toujours farouchement défendue par son peuple. Et le relief de l'île est un atout, une arme supplémentaire. Ainsi, dans l'ouest de l'île, se creusent les gorges du parc national de Samaria. Au cœur de la roche érodée, un sentier serpente sur une vingtaine de kilomètres, depuis les plateaux du centre jusqu'à la mer. Une position stratégique inviolable. Ces gorges ont souvent servi de cachette et de base de repli, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale. Le roi de Grèce, accompagné d'une partie de son gouvernement, fuit l'armée allemande à travers ces gorges. Arrivés sur la côte, ils sont évacués sur les bateaux de l'armée britannique qui défend l'île. Plus à l'est, sur la côte nord de l'île, voici la ville de Réthymnon, construite autour de la forteresse. Une crête douce et empreinte de tradition. Nous sommes enfin au cœur de la mythologie grecque, dans cette Crète, île des dieux et berceau de nombreuses légendes. Rappelez-vous, la légende du Minotaure, le fil d'Ariane, les ailes d'Icare. Et puis nous sommes sur les terres de Zeus, dieu suprême des Grecs et des Latins, né ici, au cœur de l'île, sur les pentes du mont Ida. Exceptionnellement dégagé ce matin-là, le voici le sommet, culminant à près de 2500 mètres. Mais les divinités semblent un peu avoir abandonné cette montagne pelée et aride. Le mont Ida n'est plus fréquenté que par quelques randonneurs qui se protègent du vent dans ces cabanes de bergers. Nous quittons la Crète pour regagner le cœur de la mer Égée et ses îles aux allures de petits paradis. Voici l'archipel des Cyclades. Bien que très prisé de l'industrie touristique moderne, l'archipel ne fait pas exception à la règle en matière de mythes. La légende de l'Atlantide serait née sur ces terres, plus précisément dans le petit archipel de Santorin. Au centre de Santorin se dresse un volcan, dont la caldeira est bordée de ces magnifiques petits villages blancs qui ont fait la renommée de l'île. Tira, Oia, Akrotiri. Akrotiri était l'un des ports majeurs de la mer Égée à l'âge du bronze. Mais il y a environ 3600 ans, un terrible tremblement de terre, suivi d'une éruption volcanique, met fin à l'hégémonie de la ville. Telle Pompéi, Akrotiri est enfoui sous les cendres. La secousse est telle que Santorin semble se disloquer
et une grande partie de l'île disparaît sous les flots d'un raz-de-marée qui dévaste même la côte nord de la Crète. De nombreux savants voient dans ce cataclysme l'événement ayant inspiré Platon pour sa parabole sur la disparition de l'Atlantide. Si les retombées de cendres volcaniques stérilisent le sol de l'île pour de nombreuses années, l'éruption donne naissance aux îlots avoisinants. Bien qu'on ne redoute plus aujourd'hui une telle catastrophe, les habitants gardent un œil sur leur volcan, qui lâche parfois quelques fumerolles. Alors on va plus loin, vers l'ouest, sur une île à l'écart des circuits touristiques, car plus austère. À mi-chemin entre Athènes et la Crète, voici Milo. Île d'Aphrodite, la déesse de l'amour, île des couleurs, île volcanique et minérale aussi. L'histoire de Milo est liée à la richesse de son sous-sol en soufre, pierre ponce, argile ou perlite. L'île vit encore de ses ressources minières, et les carrières grignotent Milo un peu plus chaque jour, laissant parfois des trous béants dans le paysage. Sur la côte sud, plus préservée, il y a ces calanques de marbre battus par les vents. C'est dans ce marbre que fut certainement sculptée la plus célèbre personnalité de l'île, Vénus, la célèbre Vénus de Milo. Cette statue d'Aphrodite, chef-d'œuvre de l'art hellénistique, fut découverte au XIXe siècle par un paysan qui labourait son champ. Elle est aujourd'hui exposée au Louvre. Sur la côte nord de l'île de Milo, de très nombreuses grottes marines servent de refuge à quelques phoques-moines de Méditerranée, espèces menacées d'extinction. Une côte sauvage et rude, usée par les tempêtes. Et toujours ce vent, le Meltem, qui se lève en milieu de matinée et ne faiblit qu'au coucher du soleil. En route vers d'autres terres méconnues. Dans la calanque de Polyégos, des eaux couleur de pierres précieuses, où les poissons prennent des reflets d'émeraude et de saphir. On comprend que les dieux aient élu domicile dans ces régions. Nous sommes repartis, vers l'est cette fois-ci. Un itinéraire en zigzag nous mène à Amorgos,